La ville de Mitrovica, au nord du Kosovo, est devenue célèbre à cause d'un pont, celui qui la coupe en deux, et sépare la population albanaise du dernier bastion serbe. Pour les quelques Albanais qui habitent encore sur l'autre rive, on a construit une passerelle. Frontière fragile. C'est là qu'ont lieu périodiquement des affrontements contenus tant bien que mal par les forces des Nations Unies. C'est là que grésille encore le feu mal éteint d'une guerre dont tout le monde a beaucoup parlé, mais dont on a rarement eu l'occasion d'entendre les acteurs. Une fois éloignés leur image de pauvres réfugiés sur les routes, les Kosovars ont étrangement disparu de l'univers des médias et le Kosovo est redevenu une abstraction. Bayram Recepi est tout à fait concret. Chirurgien de son métier, c'est comme chirurgien qu'il a fait la guerre dans les rangs de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. La paix venue, son autorité incontestée l'a fait élire maire de Mitrovica. L'usage qu'il fait de cette autorité risque d'ébranler quelques idées reçues. J'aime mon métier, docteur et spécialement chirurgien, et j'aimerais revenir à mon métier. Mais immédiatement après la guerre, la situation ici était difficile. Peut-être parce que les relations entre les membres de l'UÇK et d'autres partis politiques n'excluaient pas certaines incompréhensions ou frictions, le gouvernement provisoire du Kosovo m'a proposé d'être maire de Mitrovica. Parce que les soldats de l'UÇK me respectent, parce que j'ai risqué ma vie en allant au secours des blessés. Tous les partis politiques me respectent. Et peut-être ont-ils pensé que j'étais à ce moment-là le plus qualifié pour ce job. Je n'aime pas ce job. Mais peut-être la situation l'exigeait-elle. Parce que pour moi, il y avait eu assez de guerres, assez de crimes, assez d'apartheid. Il était temps d'essayer d'oublier tout ce malheur et de faire quelque chose qui donne une perspective à nos enfants, à la jeune génération, et essayer d'être modéré et de résoudre les problèmes. Et je connais aussi la mentalité des Serbes. J'étais peut-être le plus capable. Je ne suis pas heureux de mon bilan, parce qu'objectivement, c'est très difficile de faire avancer les choses à Mitrovica. Mais peut-être avec un autre, la situation irait-elle de pire en pire, jusqu'à la bagarre, s'il y avait un extrémiste à ma place. Comment est-ce que tout a commencé? Des groupes de l'UÇK ont occupé certains territoires? Ils ont commencé du côté de Skandara, après Kadzé. Il y avait la famille Acharé et d'autres gens. Il y a 5 ou 6 ans, ils forment un groupe et de temps en temps, ils font un coup de main contre une patrouille de police. En 1997, pour la première fois, ils font appel à moi pour soigner un de leurs membres qui était blessé. Et je vais après Kadzé 10 ou 12 fois. C'était une période très dangereuse. J'allais seulement la nuit avec mes instruments. Très dangereux parce qu'à l'époque, avoir des instruments de chirurgie ou une Kalachnikov, c'était pareil. J'ai eu le premier contact en 1997 et après ça, en 1998, j'ai manifesté publiquement que nous formions un groupe de l'UÇK, que nous étions l'armée de l'UÇK et que nous continuerons à nous battre pour la liberté. À mon avis, c'était une obligation pour tous les médecins de rester là et de soutenir l'UÇK et la population qui vivait dans de très mauvaises conditions. Mais bon, c'est humain. C'était vraiment dangereux pour beaucoup de médecins. Pour moi spécialement, parce que j'ai été recherché par la police serbe en tant que docteur terroriste. Ça a duré 5 mois pendant la guerre, de mars à juin.
C'est quoi un docteur terroriste? Le gouvernement serbe accusait l'UÇK d'être un groupe terroriste. Ils savaient que j'allais dans la montagne pour opérer les blessés de l'UÇK. Avec ce genre de logique, je suis un terroriste puisque je soigne des terroristes. D'où mon surnom, docteur terroriste. Mais je crois que c'était très important de rester, surtout pour des chirurgiens. Nous avions beaucoup de blessés civils. 95% des blessés étaient des civils, par grenade, par des snipers, d'autres choses. C'était une obligation morale de rester avec nos patients. Dans la montagne, j'étais dans de très mauvaises conditions. Pas d'ambulance, aucun équipement pour faire quoi que ce soit. Quelquefois, je devais opérer sous une tente ou en plein air. Très difficile. Pour ces cas de chirurgie, est-ce que vous aviez... J'avais mes instruments pour la petite chirurgie. Quelquefois, pour l'anesthésie locale. Et quelquefois, je pratiquais l'anesthésie verbale. Je disais, mon petit, il faut être fort, et je dois finir cette opération. Vous opériez quelquefois sans anesthésie? Sans anesthésie, très souvent. Mais il y avait beaucoup de courage dans la population. Quand je n'avais pas d'autre choix, ils me croyaient. Et ils me disaient d'y aller, sans anesthésie. En d'autres temps, dans l'Ouest, ils avaient une technique spéciale d'anesthésie qui n'était pas verbale, mais alcoolique. On gavait le type d'alcool. Oui, mais je n'avais pas d'alcool. Je sais, j'ai vu dans les films qu'on fait boire de whisky et tout ça, mais je n'avais pas de whisky. On a eu 3 grosses offensives dans cette région. Une offensive durait 3 semaines. Après ça, par exemple, l'armée serbe devenait très puissante et nous étions sur la défensive. Nous nous replions dans la montagne et après, nous revenions au même endroit. C'était une guerre de guérilla. Ici, il y a des tombes de héros et de victimes, des tombes neuves. Je crois qu'une dizaine d'entre nous ont été tués par les Serbes. Ici, on a des tentes collectives pour les écoles. Avant, il y avait ici une petite école. C'était notre système parallèle d'éducation. Ça a duré 12 ans. Elle a été détruite pendant la guerre? Oui, pendant la guerre, en mai 99. Et maintenant, vous attendez de construire une nouvelle école. Nous n'avons pas de fonds, mais nous espérons faire quelque chose pendant l'été pour construire une école neuve. Vous n'aviez aucune formation militaire ou vous avez servi dans l'armée serbe? J'étais soldat dans l'armée serbe. J'ai fait 1 an de service. Beaucoup de soldats de l'UÇK ont servi dans l'armée yougoslave. Pas les plus jeunes générations. Pendant les 5 dernières années, ils ont refusé de faire leur service. Un Albanais ne voulait pas participer à cette guerre contre la Croatie ou la Bosnie. Et un bon nombre d'Albanais se sont battus pour la liberté du côté croate. Ils étaient avec la population croate ou bosniaque contre les Serbes.
Ces jeunes gens qui ont refusé de participer à la guerre de Bosnie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés, ils ont pris le maquis. C'était le noyau original de l'Utcheka. Un grand nombre de combattants de Croatie et de Bosnie sont revenus au Kosovo comme volontaires. Et c'était une grande expérience. C'était une sorte de noyau, vous avez raison, pour les troupes de l'Utcheka. Dans un sens, l'entraînement chez les Serbes a aidé les combattants de l'Utcheka à être de bons combattants. Oui, de bons combattants. Et ils connaissaient bien leur tactique, la tactique des Serbes. C'était bon pour les Albanais. Ti zdelća zdelte dero. Nga drenica më soliera, me shqiponj e plis në bal, këmishët s'kuq ma ka pran vera, nuk kam vdek moj, unë jam gjallë. Ils avaient amené des tanks si haut. Oui, jusqu'ici. Quel tank est-ce qu'ils ont des Russes? Ils ont fait une sorte de modification. T. Meilleur que les tanks russes. Oui, meilleur. Ils ont été très efficaces en Irak. Comment s'organisait la vie dans les moments creux? Le soir, par exemple, vous aviez une vie sociale? Oui, quelquefois. Il y avait une relation très amicale entre les gens de l'Utcheka et la population. Quelquefois, on faisait des récitals de poésie, des soirées culturelles, des chansons, d'autres choses. On essayait de reconstituer une vie normale, d'oublier le malheur. Mais enfin... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans la population des gens qui avaient peur que vous attiriez les représailles serbes contre eux? Au début, il y avait des sceptiques contre l'Utcheka, des gens qui avaient peur, qui disaient qu'il valait mieux rester tranquille, que là était notre chance. Mais c'était faux. Parce que comme cela, nous avions eu 12 ans d'apartheid et aucun progrès. Et on était parti pour voir le Kosovo purifié des Albanais. Mais après les massacres à Prekaze, à Likošan, ailleurs, toute la population avait la haine des Serbes et soutenait l'Utcheka. Est-ce que les relations sociales ont changé? Ceux qui étaient dans l'Utcheka avant la guerre, est-ce que maintenant ils ont une position sociale spécifique? Certains sont dans les forces de police. Nous donnons quelquefois la priorité à ceux qui étaient dans l'Utcheka. Par exemple, pour trouver un emploi à l'hôpital, un critère était d'avoir eu un héros dans la famille. C'était une priorité. Ou bien d'avoir servi activement pendant la guerre. C'était une priorité. Et je crois que c'est normal. J'ai vu beaucoup de mes étudiants engagés dans des situations très dangereuses. Ils ont sacrifié davantage que les autres pour la liberté. C'est normal qu'ils aient certains privilèges. Vous ne pensez pas que quand ces privilèges sont trop grands, ça peut mettre en danger la démocratie? Oui, quelquefois c'est mauvais et difficile à contrôler.
Normalement, dans un concours, c'est OK d'avoir certaines priorités, mais quelquefois ces priorités sont poussées à l'extrême. Mais par exemple, si j'ai deux types de même qualification, je donnerai la priorité à celui qui était dans l'UÇK. Mais s'il n'a pas la qualification, s'il n'est pas expert, il n'aura aucune chance, je donnerai sa chance à l'expert. En d'autres termes, ça ne devient pas une nouvelle aristocratie. Non, non, aucune chance. Sadri Selimi. Eseti Bishi. Rafeti Bishi. Aslani Strefi. Rustem Musa. Musa Miftori. Chamil Meholi. Ismet Shachiri. Est-ce que la guerre a changé votre relation personnelle avec la vie? Je ne pense pas. J'essaye d'oublier tout ce qui était mauvais pendant la guerre. J'étais là pour mon idéal. C'est seulement une pause dans l'histoire, un mauvais moment pour moi. Mais maintenant, je suis serein. Par exemple, ma maison a été détruite. Mais par chance, je n'ai eu personne de tué dans ma famille proche. Alors je peux oublier le passé et regarder seulement un avenir meilleur pour la population et pour ma famille. C'est plus difficile pour les familles qui ont eu beaucoup de morts, 10, 15 ou plus. Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule voie. Nous ne pouvons pas être dans les Balkans, toujours en conflit interethnique. Nous devons en être délivrés et regarder l'avenir et faire partie de l'Europe. C'est difficile en ce moment, mais notre perspective, c'est l'Europe. Être délivré des conflits, des mythologies et de tout ça. Pour cette raison, il est mieux au commencement d'avoir une sorte d'indépendance. Et après peut-être 10, 20 ans, les frontières n'ont plus tellement d'importance. Après ça, nous essayerons d'être intégrés comme une partie de l'Europe, ou au début des Balkans, comme une région, une zone économique, quelque chose. Quelque chose comme le Benelux, où les frontières ne sont pas si importantes. Mais pour l'instant, pour le moment présent, c'est très important d'avoir une sorte d'indépendance. Nous sommes aussi réalistes dans nos demandes. C'est normal que tous les Albanais désirent l'indépendance. Et nous sommes sur le chemin de l'indépendance. Mais nous avons eu assez de guerres et ce n'est pas l'option qui nous préoccupe le plus actuellement. En ce moment, l'important est de rétablir une vie normale. Peut-être la proposition actuelle de coexistence n'est pas ce que nous aimons le mieux, mais nous savons que c'est la seule voie possible pour avoir le soutien de la communauté internationale et la seule voie juste. Parce qu'il n'existe pas en Europe un seul pays qui soit complètement monoethnique. C'est la seule voie normale. Pour les Serbes, je ne sais pas. Ils doivent être délivrés de certains rêves et accepter la réalité nouvelle, et spécialement les Serbes du Kosovo. Ils doivent accepter cette réalité nouvelle qu'ils ne sont plus le facteur le plus puissant du Kosovo. Maintenant, la communauté internationale est là, et une majorité albanaise. Ils doivent accepter le fait que maintenant, ils sont la minorité. Ils peuvent avoir tous leurs droits de citoyens. Ils peuvent en avoir tous les privilèges. Ils peuvent obtenir la concession d'un département spécial pour les minorités et ses privilèges. Mais ils ne peuvent plus être le facteur le plus influent. S'ils acceptent la réalité nouvelle, ce sera mieux et pour les Albanais et pour les Serbes. La seule chance des Serbes, c'est de s'intégrer dans les institutions communes.
Parce que nous savons ce que c'est. Nous étions des citoyens de deuxième classe. Nous subissions l'apartheid des Serbes. Nous savons comme c'est dur d'être la deuxième classe. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'une autre minorité soit de deuxième classe. Même droit que la majorité. Avez-vous reçu des volontaires d'ailleurs, hors du Kosovo? Oui, nous avions 2 Allemands, quelques Français, des Hollandais, des Anglais. Nous avons reçu aussi des demandes de Tchétchénie et d'Iran et d'autres pays islamistes qui voulaient se battre pour nous. Nous avons refusé parce que nous ne sommes pas des fondamentalistes. Nous appartenons à l'Europe. Nous n'avons rien à voir avec les fondamentalistes ou d'autres en Bosnie. Et c'était tant mieux parce que Milosevic essayait toujours de désinformer l'opinion en disant que nous étions un danger pour la chrétienté en Europe, que les Albanais sont des fondamentalistes et des terroristes en puissance. C'était de la désinformation et rien d'autre. Est-ce qu'il y a des fondamentalistes au Kosovo comme élément du paysage spirituel? J'ai vu certains types. Les organisations humanitaires, ils essayaient de faire des choses, ils soutenaient financièrement des jeunes gens. Un petit nombre. J'en ai vu avec des barbes. Mais je pense qu'ils n'ont aucune chance ici. En ce moment, nous ne cherchons pas la confrontation entre eux et nous, mais si nous voyons qu'ils représentent un danger pour les Albanais, nous mettrons un terme à leurs activités. En ce moment, nous préférons être tolérants. C'est la meilleure façon, sans utiliser de pression. Mais le jour où... Et parmi tous ces dangers que vous rencontrez, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont toujours mus par un esprit de vengeance plutôt que par l'organisation pacifique de la vie? Je crois, oui. Je crois que notre problème est avec certaines gens. Le docteur Moussa dit que ce sont nos héros d'après-guerre, qui pendant la guerre avaient eu peur de rester au Kosovo. Ensuite, ils sont rentrés, et pour guérir leur complexe, parce que ce sont des gens à complexe, qui pendant la guerre avaient eu peur de se battre pour la liberté, maintenant ils veulent guérir leur complexe en créant des incidents et des problèmes. C'est avec ce groupe de gens que nous avons des problèmes, et peut-être aussi quelques familles qui ont perdu beaucoup de membres, par exemple 5, 10 ou plus. Là, c'est possible qu'ils essayent de se venger. C'est humain dans un sens, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense qu'au fond, il n'y en a pas tellement qui cherchent à se venger. Le problème, c'est les héros d'après-guerre. Parce que les gens qui ont perdu, par exemple, 20 membres de leur famille, ils savent que ce n'est pas la bonne façon. Ils peuvent bien tuer 5 Serbes. Ça ne leur rendra pas leurs parents. Je ne crois pas qu'ils soient très dangereux. Les dangereux, c'est les héros d'après-guerre. Vous en avez rencontré de ces héros d'après-guerre? Quelquefois, je suis très agressif envers eux. Quelquefois, ils déclarent « Il faut aller au combat contre les Serbes ». Et je leur dis « Il y a eu un temps pour le combat, maintenant c'est le temps du dialogue ou d'autre chose, pas du combat ». Pour le combat, vous aviez votre chance l'année dernière et vous n'étiez pas là. Comment voyez-vous l'avenir? Ok, je ne suis pas un grand optimiste, mais pas pessimiste non plus. Je suis réaliste et je pense que si la communauté internationale, la CAFOR, l'UNMIC, la police applique la résolution 1244 et arrête les criminels de guerre, qui sont encore nombreux dans la zone nord, s'ils éliminent les fauteurs de troubles des deux côtés
S'il crée des conditions qui donnent leur chance aux gens modérés, aux citoyens de Mitrovica, nous pouvons résoudre les problèmes, nous pouvons trouver des solutions pour une espèce de coexistence, pour la tolérance. Peut-être pas la grande amitié au début, mais il suffit que cessent les provocations et les agressions pour commencer à travailler ensemble dans de petits projets. Nous pouvons garantir aux ouvriers serbes qu'ils ne rencontreront pas de provocation de la part des Albanais. Pour la sécurité, en dehors des lieux de travail, c'est la CAFOR et la CIFPOL qui sont compétentes. Et je crois qu'avec le temps, la tension diminuera. Nous pouvons diminuer la tension. Mais il y a aussi une chose importante. Finalement, c'est le moment pour les leaders serbes d'exprimer leur demande de pardon pour tout ce qu'ils ont fait aux Albanais. S'ils peuvent simplement dire « Nous demandons pardon pour tous les crimes qu'ont commis la police et les paramilitaires », la tension chez les Albanais peut retomber. Nous n'avons plus de motif pour aucune vengeance. Si la situation devient calme à Mitrovica, je retournerai à mon métier. Si la situation exige ma présence, je sacrifierai encore un court moment. Je ne sais pas exactement. C'est quoi un court moment? Je ne sais pas. 2, 3 ans. La vie aussi peut être un court moment. Oui. It's okay. Sure. Urna. Sada ću avan, če? Te?